Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos et podcasts de psychoastrologie. Cette nouvelle série va vous présenter des liens entre les signes astrologiques, les mois astrologiques et les événements, les fêtes qui peuvent se dérouler durant ces mois-là. L'idée, c'est de voir s'il y a effectivement un rapport, une influence entre les caractéristiques d'un signe astrologique et les événements, les fêtes que l'on va trouver durant ce mois. Donc là, on va commencer avec le mois du Scorpion qui astrologiquement s'étend de la période du 23 octobre au 21 novembre. Ça, c'est selon le calendrier solaire. Après, il faut aussi regarder le calendrier lunaire et donc les phases de la Lune. Par exemple, sur 2022, la pleine Lune va avoir lieu le 8 novembre. Ce qui fait que le cycle du mois du Scorpion commence en fait le 29 octobre pour se terminer le 26 novembre. Alors, nous allons aborder 3 points essentiellement. Donc déjà parler un petit peu de la saison, comment, quelle allure prend ce mois du Scorpion, hein, cette période de après la mi-octobre jusqu'à la mi-fin novembre. Et donc nous allons voir les grandes fêtes qui se déroulent durant cette période-là. Donc il se trouve que pour le Scorpion, il y en a 4 principalement dont je vais vous parler. Et donc, tout au long, je vous parlerai des thématiques du Scorpion qui peuvent être mises en lien avec ces fêtes. Et ensuite, à la fin, je ferai un petit récapitulatif. Et je vous proposerai également, pour ceux que cela intéresse, des rituels ou des propositions pour accompagner l'énergie Scorpion, pour être en phase avec les rythmes de ces signes astrologiques. Alors, la saison du mois du Scorpion. Donc, nous sommes pendant l'automne, en tout cas pour l'hémisphère nord, hein, l'hémisphère sud, lui, est dans sa phase de printemps. Donc nous sommes à l'automne et nous avons droit à ce magnifique spectacle de la nature avec ses couleurs changeantes, où les arbres qui, pendant toute la saison, printemps, été, avaient des feuilles vertes pour la plupart, hein. On va voir apparaître, donc pendant l'automne, ça a commencé en septembre-octobre, et on va voir apparaître donc du jaune, du orange, du marron, du rouge. Donc en fait, c'est une espèce de... La nature flamboie, on va dire, pendant cette période-là. Et en même temps, on sait qu'elle se prépare à l'hiver, on sait qu'elle annonce une période froide, elle annonce une période plus, on va dire, plus triste au niveau saison, où la nature semble un peu s'effacer quelque part. Et avant cet effacement, avant cette disparition, il y a donc cette magnificence, hein, de la nature qui ressort. C'est une période où bien souvent on peut être dans la contemplation, on peut être dans le fait d'aller profiter, si je puis dire, de ces spectacles de la nature. C'est le cas particulièrement dans des pays comme le Canada ou les États-Unis ou le Japon, où on va aller admirer les couleurs des érables, notamment avec ces magnifiques teintes rouges. Donc on va vraiment profiter pour se retrouver dans la nature avant que l'hiver arrive, et pour certains pays il y ait de la neige et que ce soit donc plus du tout les mêmes conditions. Et en même temps, il y a une ambiance qui devient un peu mystérieuse. Bon, déjà l'ensoleillement raccourcit nettement, hein. On a des journées d'ensoleillement beaucoup plus courtes. Le soleil est plus bas aussi à l'horizon, donc la lumière est nettement moins forte que pendant l'été. Il y a de la brume, du brouillard bien souvent aussi le matin. Et donc tout ça, il y a de l'humidité, enfin tout ça confère aussi un peu une ambiance mystérieuse, une ambiance un peu où on serait presque à croire aux contes de fées, aux petits êtres de la nature, aux petites créatures magiques. Voilà, c'est la saison des champignons. Donc il y a quelque chose effectivement qui de très poétique, de quasiment magique et même d'occulte qui ressort pendant cette saison-là. Et on va voir que tout ça est effectivement relié au Scorpion, qui est un signe, le signe de l'occultisme, le signe des pratiques un peu, on va dire, magiques, et le signe des mystères, donc qui nous fait rentrer dans un autre monde, dans un autre univers, dans des plans différents que ceux où on a l'habitude de vivre. Et on sent ce mystère un peu qui plane, surtout si on vit à la campagne, hein.
Donc voilà, si on vit à la campagne, on a effectivement la possibilité de, éventuellement, voilà, allumer un feu dans la cheminée, voilà, on a une ambiance plus cosy, plus, on reste un peu plus à l'intérieur, voilà. Donc c'est vraiment une autre ambiance, une autre saison, d'autres parfums aussi qui ressortent pendant toute cette période-là et des teintes très spécifiques, comme je le disais, qui sont imprégnées de mystère, imprégnées d'une beauté poétique. Et c'est une saison qui porte aussi les couleurs de la mort. Alors, la mort éphémère, la mort des feuilles qui tombent des arbres. L'arbre, lui, ne meurt pas, bien que certains ne passent pas forcément toujours l'hiver, mais la plupart du temps, voilà, ce sont les feuilles qui tombent et le cycle va recommencer au printemps. Mais on est sur la fin, on est sur la fin d'une histoire, la fin d'un cycle, et on le voit, voilà, les feuilles tombent les unes après les autres. Il y a quelque chose aussi de presque un peu nostalgique, parfois un peu triste, qui peut aussi ressortir. On peut être dans une ambiance ou dans des émotions parfois un peu partagées. On peut être plus facilement émotif, plus facilement ouais, chamboulé si éventuellement il se passe des choses dans notre vie ou tout simplement aussi parce qu'encore une fois, il y a moins de soleil et on sent bien qu'on arrive tout doucement, tranquillement, mais sûrement vers l'hiver, hein. Et après, dès novembre, on va avoir les premières gelées. Alors évidemment, dans d'autres régions, ça peut commencer en octobre, hein, les premières neiges, les premières gelées, selon les régions, l'altitude, etc. Mais on est voilà sur cette phase de transition entre la fin de l'automne, le début de l'hiver qui s'annonce. Alors, nous allons traiter de 4 grandes fêtes. Bon, ben, on pourrait dire même 5. À savoir donc Halloween, qui est peut-être la fête la plus célèbre de cette période de l'année, en tout cas la plus, on va dire, commercialisée, mais qui a aussi des racines dans une fête gaélique celtique qui est, alors je ne sais pas très bien le prononcer, je crois que c'est Samhain, ou Samain, qui est donc une fête très ancienne. Au Mexique, on célèbre le jour des morts. Donc nous, dans la religion un peu, dans la tradition catholique, il y a la Toussaint qui est suivie par la commémoration des défunts. Et donc ça fait quelques grandes dates qui ponctuent cette période du mois du Scorpion. En tout cas, ce sont des fêtes qui se déroulent pendant le mois du Scorpion. Donc je vais les reprendre une à une. Donc, comme je vous disais, faire des liens avec voilà, avec l'énergie et les caractéristiques du Scorpion. Donc, commençons par Samain, qui est donc une fête celtique ancienne. On ne sait pas très bien en dater les origines, mais donc voilà, elle remonte quasiment a priori à l'Antiquité. C'est une fête qui célébrait la fin des moissons. Là, donc voilà, hein, on est bien sur la période de transition et de fin d'un cycle. Et en fait, elle était considérée, ou elle est toujours considérée, parce qu'elle est elle est toujours fêtée, comme une période un peu d'entre-deux, annonçant l'entrée dans la saison sombre. En fait, il y a 2 saisons selon la conception donc celtique, hein. Il y a la saison claire et la saison sombre. Donc la saison claire commence avec la fête de Beltane qui se trouve elle durant le mois du Taureau, hein, vers le 1er mai. Et donc c'est la fête qui célèbre l'arrivée de la lumière, hein, de la saison claire. Et donc il y a Samhain qui, à l'opposé, annonce et assure la transition dans la saison sombre. Et donc on a voilà cette complémentarité aussi, je trouve, entre le mois du Scorpion et le mois du Taureau, et 2 énergies qui fonctionnent ensemble. Pendant cette fête, il est dit que le voile entre les vivants et les défunts devient beaucoup plus fin, et que donc c'est une période où les défunts peuvent revenir quelque part ou faire sentir leur présence, et qu'il est également possible donc de les contacter, de communiquer avec eux. C'est le passage un peu d'un monde vers un autre, celui aussi
où on peut contacter les dieux, les esprits. Hein, donc c'est connu que dans la culture, les traditions et le folklore celtique, il y a la croyance dans toutes ces petites créatures qui peuplent la nature, comme les fées, les gnomes, les lutins, etc. Le folklore est très riche en créatures. Il y a des pays d'ailleurs où c'est considéré sérieusement, comme l'Islande. Et donc effectivement, cette période de l'année, pendant ce mois du Scorpion, serait a priori une période particulièrement propice pour pouvoir aussi rentrer en contact avec toutes ces petites créatures mythiques qui vivent donc dans les forêts, dans la nature, en fait partout, elles sont partout, elles seraient a priori même dans les habitations. Certains sont considérés un peu comme des esprits farceurs, c'est ceux qui vont faire que on va pas retrouver nos clés parce qu'ils les auront déplacées, ils peuvent bouger des objets. Et d'autres sont considérés comme étant peut-être plus néfastes, plus dangereux. Donc voilà, on dit qu'il faut faire attention à certaines de ces créatures-là. En tout cas, il y a cette idée effectivement que pendant cette période de l'année, durant donc le mois du Scorpion, ces créatures sont plus proches de nous, si je puis dire, sont plus accessibles qu'elles ne le sont habituellement. Et il en va de même des personnes décédées, des défunts. Et donc, Samhain, c'est une période où on va accomplir des rituels, on va réaliser des prières pour les âmes des morts, et on va allumer une bougie pour commémorer les personnes décédées. On va parler d'elles, on va évoquer des souvenirs de ce qu'elles ont pu faire pendant leur vivant. C'est une période propice pour des actes aussi justement occultes, magiques, donc encore une fois des rituels. Et puis c'est une fête qui en fin de compte va durer 7 jours et qui va justement se calquer sur les phases de la lune, c'est-à-dire qu'elle commence 3 jours avant la pleine lune de novembre. Elle va avoir une fête particulière le jour de la pleine lune et elle va encore continuer 3 jours après la pleine lune. Le jour de la pleine lune est un jour où il y a des grands feux qui sont allumés et qui le sont pour éloigner les mauvais esprits. Et vraiment, au moment de la pleine lune, là c'est Samhain proprement dit, c'est annoncé comme étant le retour des esprits. Et on dit que les habitants à l'époque laissaient leurs portes ouvertes et une place à table pour pouvoir accueillir leurs défunts. Donc voilà, il y a un retour comme ça. En tout cas, il y a une pensée particulière et aussi des actes, des rituels, des prières envers les personnes décédées. Et en même temps, de la protection envers les esprits qui pourraient profiter de cette finesse du voile séparant ce plan des vivants et le plan des personnes décédées ou le plan où existent ces créatures mythiques. Donc il y a aussi des rituels de protection pour effectivement éloigner les créatures dites dangereuses. Donc ça c'est Samhain. Donc on peut par exemple en profiter soi-même pour allumer des bougies sur cette période de la pleine lune, pour effectivement faire des prières pour les personnes décédées. Donc ça peut être effectivement une période particulièrement propice à ça, d'autant plus que d'autres fêtes que Samhain reprennent cette mythologie, si je puis dire, du lien en fin de compte très proche entre les vivants et les défunts. C'est la fête le jour des morts au Mexique. Alors, excusez-moi pour mon très mauvais accent espagnol, Dia de los Muertos, qui est donc le jour des morts au Mexique et qui est une fête particulièrement commémorée, non seulement au Mexique, mais aussi en Amérique, aux États-Unis, sur la partie où il y a donc une communauté hispanique importante. Et donc, en fait, c'est une fête, mais c'est aussi un festival, puisqu'elle cette fête va durer 3 jours. Elle commence le 31 octobre, donc elle célèbre les défunts. Il y a un personnage qui est particulièrement important au cours de cette fête, qui s'appelle la Catrina, qui est en fait une femme squelette. Donc c'est un squelette féminin qui représente en fait la mort. C'est une représentation de la mort. Et donc, pendant cette période-là,
Donc les personnes au Mexique et aux États-Unis, voire ailleurs dans le monde, tous ceux qui la célèbrent, se portent un maquillage et une tenue qui représente ce personnage mythique qui donc incarne la mort. Et en fait, là aussi, donc, il y a plusieurs étapes. La période du 31 octobre au 1er novembre est consacrée à la célébration des enfants décédés, les angelitos. Et la période ensuite du 1er novembre, qui correspond au jour de la Toussaint, puisque donc le Mexique est aussi catholique. Donc, le jour de la Toussaint, on leur prépare un petit déjeuner. Et ensuite, on célèbre également les adultes décédés dans l'année ou les années précédentes. Et tout ça passe par le fait de préparer des autels. Et donc, il y a plusieurs types d'autels qui vont représenter la cosmovision, c'est-à-dire le monde matériel et immatériel avec les 4 éléments. Et dans chacun d'eux, on va placer différents objets symboliques de la culture, de la religion ou de la personne elle-même, pour donc laquelle l'autel est dédié. Et donc l'idée, c'est que le défunt revient et va venir à l'autel, donc il va pouvoir communier à travers cet autel avec les vivants. L'autel, c'est un peu comme un point de jonction entre les vivants et la personne décédée. On va y mettre de la nourriture. Il y a un pain particulier qui est fait sur cette période-là. On y prépare également des fleurs. Je crois qu'il s'agit de la rose d'Inde, à ne pas confondre avec l'œillet d'Inde parce que ça y ressemble, mais enfin vous voyez les photos. Donc c'est une fleur orange. On allume des bougies, donc on y met un crucifix puisqu'effectivement, encore une fois, le Mexique est catholique en grande partie. Et il y a aussi des papiers qui sont découpés. El papel picado. Voilà, on allume de l'encens, on y met du copal, et donc comme je disais aussi de la nourriture, parce que l'idée c'est que effectivement les personnes décédées vont venir et vont se nourrir de ces plats, se nourrir de l'énergie, puisqu'effectivement la nourriture va pas disparaître comme ça, mais c'est l'idée aussi que la nourriture étant chargée énergétiquement, lorsque les personnes décédées viennent voir un peu leur vivant, elles vont consommer l'énergie que dégage la nature. Donc les autels comprennent aussi les portraits des personnes décédées et des objets personnels. Donc tout ça, c'est un peu comme un grand aimant, si je puis dire, à la fois pour célébrer les personnes décédées et pour leur permettre de retrouver leur chemin et de revenir jusqu'à leurs proches, en tout cas sur cette période de l'année. Donc selon les régions, il peut y avoir des autels à 2 niveaux qui eux représentent la division du ciel et de la terre. Et puis vous en avez qui sont à 3 niveaux. Donc là, on a le ciel, la terre et les enfers. Donc ça, c'est l'influence aussi des religions européennes. Ou aussi le purgatoire, donc la terre, le purgatoire, le royaume des cieux. Et puis vous avez des autels qui, eux, vont faire 7 niveaux. A priori, c'est les plus conventionnels et eux représentent les 7 niveaux que l'âme doit traverser pour atteindre le repos ou la paix spirituelle. Donc, il y a encore une fois tout un côté mystique, pas uniquement religieux, mais vraiment mystique et un côté presque occulte. C'est une pratique magique que de dresser ces autels-là pour les défunts. Et effectivement de leur permettre, voilà, selon la symbolique, de pouvoir revenir pendant un moment sur la terre, mais aussi c'est une façon de les accompagner dans leur voyage après la mort, puisque la plupart du temps, ces autels sont faits pour des personnes qui sont décédées il y a peu. On célèbre ceux qui sont décédés dans l'année. Et donc voilà, c'est une façon aussi de les accompagner, de les soutenir dans leur cheminement après la mort physique, après la mort du corps physique. Et à côté de ça, il y a des festivités, il y a des cortèges dans les rues, il y a beaucoup de musique. Donc ça reste aussi joyeux. C'est pas, ça peut être triste, mais il y a aussi beaucoup ils font la fête, quoi. C'est vraiment une période très festive et c'est l'une des fêtes les plus importantes au Mexique.
Voilà, il y a des défilés, hein, surtout autour du 2 novembre, lors de la commémoration de tous les fidèles défunts. Et puis les Mexicains vont aussi, dans les cimetières, ils jettent des pétales de fleurs au sol, ils allument des bougies, et ils guident les âmes en fait, hein, à travers ces pratiques. Ils nettoient les tombes des défunts, ils leur apportent des offrandes, etc. Ce qui ressemble beaucoup aussi à la Toussaint, hein, en fin de compte, sur cette partie-là. Donc, on est encore une fois sur ce lien et sur cette proximité, comme avec Samhain, entre les défunts et les vivants, entre le monde des esprits et le monde, si je puis dire, terrestre, hein, le plan, encore une fois, des vivants. Et on est sur l'idée de célébrer les disparus. À côté de ça, on a pendant cette période Halloween, qui est donc fêtée dans la soirée du 31 octobre. Alors là, on n'a pas franchement de dimension, on va dire, mystique ou autre. C'est plus une fête à la base, hein, qui se représente par les enfants notamment, hein, qui se déguisent, les adultes aussi, mais avant tout, à la base, c'était les enfants qui se déguisaient et faisaient le tour des maisons pour demander des bonbons avec le fameux trick or treat, hein, des bonbons ou un sort, ou une farce ou une friandise, et donc ils vont taper aux portes des maisons. Les maisons sont très décorées, hein, pour l'occasion, donc surtout aux États-Unis, au Canada également, et puis même dans les pays anglo-saxons, hein, on peut avoir le fait effectivement de vraiment marquer cette période qu'est Halloween avec des maisons où on va accrocher des décorations, hein, notamment des squelettes, des toiles d'araignée, des sorcières. On va creuser les citrouilles et faire ce qu'ils appellent les jack-o'-lanternes, hein, donc il y a ce côté à la fois festif, mais toujours un peu une dimension un peu sombre, hein. On peut avoir des monstres, les gens peuvent se déguiser en vampires, en squelettes, et puis c'est la saison aussi des films d'horreur, hein, voilà, les films tels que Halloween qui sont sortis sur cette période-là, et bien d'autres, hein. C'est un mélange entre quelque chose de joyeux, de festif, de farceur aussi, hein, et puis quelque chose de plus sombre, de plus horrifique. On joue un peu avec les peurs comme ça, hein, on essaye aussi de les apprivoiser, hein, mais voilà, toutes les créatures un peu mystérieuses qui peuvent faire peur ressortent pendant cette période d'Halloween, mais encore une fois, sous la forme de festivités et fondamentalement de quelque chose qui se veut être plaisant. Et après Halloween, nous avons également la Toussaint. Donc là, on est dans la fête religieuse catholique. Donc en fait, elle se fête, on va dire, en 2 temps. Il y a la Toussaint qui est donc, comme le nom l'indique, la fête de tous les saints, qui est célébrée le 1er novembre et qui est un jour férié pour les pays catholiques, hein, notamment la France. Et donc voilà, c'est la commémoration des saints par l'Église catholique, que ces saints soient connus ou inconnus, et elle va être suivie de la commémoration de tous les fidèles défunts, qui s'appelle également le jour des morts. Et en fait, c'est une fête qui non seulement célèbre, donc la Toussaint célèbre les saints, mais elle montre aussi la vocation universelle à la sainteté. C'est-à-dire que à la base, le saint, c'était un être humain, si je puis dire, comme les autres, et il est devenu saint. Alors, il a accompli tout un nombre d'actes pour cela. Il était, selon les histoires, donc en rapport, connecté, en relation avec le Christ, avec Dieu, donc il était dans sa foi, il vivait sa foi, et après tout un ensemble de péripéties, il a pu atteindre à la sainteté, et à l'image de ces saints, l'être humain est destiné, ou en tout cas porte en lui la capacité à atteindre cet état de sainteté. Et c'est ça qui est aussi fêté au moment de la Toussaint. C'est pas uniquement les saints en eux-mêmes, mais c'est la possibilité que chaque être humain porte d'en devenir un. Et c'est ça que je trouve particulièrement aussi intéressant en rapport avec le Scorpion, c'est que le Scorpion, c'est un signe de dualité. C'est un signe qui va nous parler de ce qu'il y a de plus sombre, de plus ténébreux, de plus bas
aussi bien chez l'être humain, hein, dans sa nature la plus, si je puis dire, la plus terrible, la plus basse, que de ce qu'il y a de plus lumineux, avec tout l'espoir qui est présent d'élévation, de rédemption, de pardon aussi. Et en fait, on a dans cette période de l'année, on a bien les deux qui sont présents. On a les monstres, on a les créatures dites mauvaises et dangereuses, mais qui représentent aussi les instincts bas de l'être humain. Et on a les saints avec la Toussaint qui, eux, représentent le pôle opposé. Donc, pendant ce mois du Scorpion, il est pas rare que l'on se sente justement tiraillé entre nos grandes dualités. Il faut voir ça comme des influences astrologiques, énergétiques que l'on va recevoir tous les mois de l'année. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans la période du mois du Scorpion, on va peut-être, donc ça c'est intéressant de l'observer, se sentir tiraillé entre voilà, notre nature inférieure avec peut-être ce qu'on va appeler nos défauts, mais aussi nos peurs, nos vieux mécanismes, tout ce qui nous tire vers le bas, nos pulsions, nos désirs inférieurs. Et d'un autre côté, on va sentir un appel à quelque chose de supérieur, à une élévation. Et c'est intéressant de pouvoir l'observer. Ça peut prendre la forme de conflits avec des personnes, mais c'est déjà avant tout intérieurement des tiraillements, des dualités. On peut se sentir tiraillé entre des fois une décision à prendre ou un positionnement adopté envers des personnes, et on peut avoir cette espèce de choix qui pas toujours mais entre le fait de partir sur notre côté bas, inférieur, ou d'essayer d'aller vers un positionnement qui soit plus juste, plus beau, plus lumineux, supérieur. Et ça, effectivement, le mois du Scorpion est connu comme un mois de test, un mois un peu d'épreuve, afin de voir où on en est dans notre évolution de conscience. Est-ce qu'on est encore capté et retenu vers le bas, ou est-ce qu'on est en capacité de monter sur la note la plus haute? Alors, pas pour devenir un saint, pas en tout cas du jour au lendemain, mais c'est quelque part prendre le chemin de la nature supérieure, le chemin qui nous rapproche, si je puis dire, de Dieu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit pendant le mois du Scorpion. Et ces fêtes nous parlent effectivement de certains aspects du Scorpion. Il y a donc aussi le jour, le 2 novembre, le lendemain de la fête de la Toussaint, il y a le jour des morts qui donc est là pour commémorer les défunts avec une messe qui peut être faite justement pour les célébrer. Et comme je le disais, c'est comme pendant la fête des morts au Mexique, c'est un moment où on se rend sur les tombes des personnes décédées et on va y déposer des fleurs, y faire une petite prière. Voilà, c'est pas aussi poussé que le jour des morts au Mexique, mais c'est quand même célébré. Donc chez nous, c'est plutôt le chrysanthème, la fleur qui est associée aux personnes décédées. Mais voilà, c'est aussi intéressant de voir comment on associe les célébrations au fait d'apporter des fleurs et d'honorer la mémoire des personnes décédées par des dons, par des offrandes. Et il se trouve que pour l'Église catholique, la fête, le jour des morts, c'est aussi la fête des vivants. Parce qu'en fait, c'est la reconnaissance par l'Église catholique de l'immortalité de l'âme. Et donc, comme quoi la mort, en fin de compte, n'est qu'un mirage, et que la vie continue sous une autre forme, une fois l'enveloppe physique quittée, parce que voilà, les âmes sont immortelles et la vie ne s'arrête jamais. Et ils sont peut-être même d'ailleurs, une fois décédés, encore plus vivants que le sont les personnes incarnées dans leur corps physique. Donc voilà pour les grandes fêtes que l'on trouve pendant le mois du Scorpion. Et donc je reprends un petit peu les grandes thématiques du Scorpion. Donc il y a cette notion forte de dualité. On est sur des opposés qui sont aussi complémentaires, mais
mais qui provoquent des tiraillements en nous, hein, notre part d'ombre et notre part de lumière, notre foi, notre espérance, mais aussi nos doutes, nos peurs et tout ce qui nous retient en arrière, hein, l'ombre, voilà, l'ombre et la lumière, le pur et l'impur, la nature divine, et puis tout ce qui représente au contraire l'opposé de la divinité. On a ces notions aussi de révélation et de transformation avec le Scorpion, qui sont donc très présentes dans ces fêtes, hein, mais aussi dans la nature, hein, puisque comme je le disais, hein, cette saison qui est l'automne, la fin de l'automne, représente vraiment un moment de transformation de la nature et de révélation. La nature nous montre à travers ses couleurs changeantes une autre facette, et nous montre aussi que la mort peut être quelque chose de magnifique. Alors je suis pas en train de valoriser la mort, mais le fait effectivement que les feuilles changent comme ça de couleur juste avant de quitter l'arbre, et donc de tomber au sol et de mourir, c'est aussi un acte, enfin c'est quelque chose de beau en fin de compte, hein. Voilà, elles nous montrent presque leur plus belle couleur, leur magnificence à cette période-là. Qui plus est, c'est pas une vraie mort, puisque la feuille qui tombe sur le sol va après se dégrader, être intégrée à la terre, devenir de l'humus, donc elle va nourrir ce qui va pousser à cet endroit-là. Et donc, en fait, voilà, on est dans ce cycle perpétuel qui est un cycle de transformation, bien plus en fin de compte qu'un cycle de mort pleinement, voilà, pleinement dit, quoi. Et c'est donc, comme je le disais, hein, une période très mystérieuse, assez mystique, avec des pratiques aussi parfois un peu occultes, qui nous connectent avec l'invisible. Et le Scorpion, c'est complètement ça, hein. Le Scorpion renvoie au mystère, il renvoie à l'occultisme, il renvoie à cette notion de voile et de ce qui est derrière le voile, hein. C'est aussi toutes ces personnes qui perçoivent, hein, les Scorpions, qui perçoivent qu'il y a des choses au-delà des apparences, qu'il y a des secrets, des mystères, elles le sentent. Et donc pendant le mois du Scorpion, même si on n'est pas de ce signe-là, on peut être un peu attiré aussi par ce qui est mystérieux, secret, caché. On peut avoir des ressentis plus subtils, pas toujours faciles à décoder, mais voilà, alors on peut aussi être plus à fleur de peau, nos émotions, notre émotivité peuvent être un peu plus présentes, on réagit un peu plus vivement, comme je le disais, on est plus facilement aussi tiraillé, hein, entre des aspects inférieurs de notre nature et de nos aspects supérieurs. C'est un mois aussi où on a intérêt à prendre soin de soi, hein, à s'assurer des moments un peu de tranquillité, même un peu à se retrouver parfois tout seul, ou aller balader dans la nature aussi pour contempler sa beauté et être touché, parce que ça peut être un mois un peu délicat parfois à traverser. Et le Scorpion, en tant que signe d'eau, connecte au plan astral. Et le plan astral est dit être le plan où vont les personnes lorsqu'elles viennent juste de décéder. Donc elles quittent leur corps physique, leur enveloppe physique, et elles se rendent sur ce plan astral. Et dans ce plan astral, on va aussi, hein, selon les écrits de spiritualité et même au niveau hindouisme, etc., on a l'idée que dans ce plan astral vivent aussi des créatures autres que les êtres humains, et que justement c'est sur ce plan que peuvent se trouver les créatures dites magiques, que sont, comme je le disais tout à l'heure, hein, les fées, les petits lutins, voilà, toutes ces petites créatures dont qu'on a peut-être particulièrement côtoyé dans notre enfance à travers des contes, à travers aussi des dessins animés ou autres, hein, qui sont quand même très présentes, hein, dans notre imaginaire et dans notre histoire. Hein, on a aussi beaucoup de films qui traitent de ces créatures-là. Donc voilà, mais l'idée est qu'elles existeraient a priori vraiment sur le plan astral. On ne peut pas les voir physiquement telles que l'on se voit nous les uns les autres, mais des personnes qui sont en capacité de percevoir le plan astral peuvent percevoir ces créatures-là. Et toutes les personnes qui n'en sont pas forcément capables pourraient a priori avoir une possibilité
accrue de voir ces créatures pendant le mois du Scorpion. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller faire des balades dans la nature sur cette période donc de fin octobre à fin novembre. Et puis, pourquoi pas hein, d'aller se présenter aux créatures des bois, aux créatures des lacs, aux créatures de la mer, enfin quel que soit l'environnement naturel dans lequel on se trouve. Hein, en montagne ou même dans un parc, hein, si on est en ville, et voilà, leur faire un petit coucou, tout simplement. Et si on a des enfants, on peut s'amuser à partir à la recherche des fées en disant, ben voilà, on va faire une balade et on va voir si on voit une fée, un gnome, un lutin, et peut-être qu'on n'en verra pas, ou peut-être qu'on aura le sentiment de sentir une présence, d'entendre un petit rire, voilà, quelque chose de magique qui peut peut-être se passer durant cette période-là. Donc les créatures mythiques du plan astral. Et puis le Scorpion, c'est aussi le signe qui nous parle de la délivrance de l'âme, qui se délivre si je puis dire, la domination de la personnalité pour prendre en quelque sorte le contrôle et justement nous amener vers notre nature divine, notre nature spirituelle. Ça, c'est vraiment le Scorpion qui détient la clé de ce travail-là. Et donc, c'est intéressant de rapprocher les fêtes telles que la Toussaint comme étant l'indication qu'effectivement, c'est notre destinée, que nous sommes en possibilité d'atteindre cet état supérieur où on peut tendre vers une forme de sainteté, ou en tout cas en prendre la direction. C'est une période aussi propice pour purifier sa maison. C'est purifier au sens de, voilà, on se dit que au cours d'une année, il y a eu beaucoup d'énergie qui sont rentrées dans cette maison-là, qui ont été dispersées, si je puis dire, dans la maison. Il n'y a qu'à penser à tous les états émotionnels qu'on a pu vivre au cours de l'année et peut-être à certaines émotions négatives que, voilà, on a peut-être mis en colère, on a peut-être pleuré, on a peut-être eu des conflits avec d'autres personnes dans notre lieu de vie. Et l'idée, voilà, c'est que pendant un mois tel que le Scorpion, on peut faire aussi un rituel de purification, par exemple en brûlant de la sauge, pour en fait pour laisser aller ces énergies un peu flambantes, un peu négatives, voilà, pour les purifier. D'autant plus qu'on va y passer plus de temps dans la maison, hein, si on est moins à l'extérieur pendant cette saison-là. Donc autant en faire un lieu plus léger sur le plan des énergies. Et puis, ça peut être un moment intéressant pour dresser un bilan sur l'évolution de sa conscience, voir un peu où on en est en termes de progrès réalisés. Est-ce qu'on a réussi à dépasser certaines peurs émotionnelles, hein, par exemple, je sais pas, la peur de déplaire, ou la peur d'oser dire les choses, ou la peur du changement, la peur de l'inconnu, enfin voilà, des peurs comme ça qui avant pouvaient vraiment retenir, et qui peut-être, parce qu'il y a eu des expériences vécues, il y a eu une maturité d'acquise, il y a eu un courage et une force développée, font que on a pu poser des actes, s'exprimer d'une façon, si je puis dire, supérieure. Et donc pendant ce mois du Scorpion, il est possible aussi qu'on soit à nouveau testé sur ce qu'on a pu réussir à faire dans l'année, histoire de voir si on arrive à tenir la note haute et que ça devienne quelque chose de stabilisé, d'intégré chez nous, ou si malgré tout, la peur est encore là, les désirs inférieurs sont encore là, et on repart sur nos anciens mécanismes. Donc, dresser un bilan, ça permet aussi de prendre du recul, et si un test arrive, se présente, de le voir avec une conscience un peu plus éclairée. Et puis, ça va être un moment où très certainement l'âme va nous faire une proposition supérieure, une proposition d'évolution. C'est aussi ça les tests, hein, c'est que derrière l'âme nous fait une proposition, et donc ça peut être aussi intéressant de se mettre à l'écoute de cette proposition et de chercher à la déceler, de chercher à pouvoir vraiment la mettre en mots, pour l'accompagner et la soutenir, hein, si on le désire effectivement. Et donc voilà, le mois du Scorpion, avec les fêtes reliées à la mort, reliées à ces notions de passage, de transformation, d'évolution, de mystère aussi, donc est un mois particulièrement propice pour soi-même révéler ce qui est présent en nous et aller vers une forme de transformation.
J'en termine ici avec cette vidéo. La prochaine dans un mois sera donc consacrée au signe du Capricorne, à l'énergie astrologique du Capricorne. Et comme vous le devinez, il y aura un lien qui sera fait avec la fête de Noël. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.